S'il n'y a pas de questions dans l'immédiat, c'est pas grave, on peut commencer. Voilà, et puis on peut redonner la parole à la salle. En fait, ce qu'on avait annoncé au début lors de la présentation du film, c'est que l'on revienne sur la genèse du projet. Et d'ailleurs, peut-être que la genèse renferme une réponse à cette question de la limite entre documentaire et fiction. Donc on revient là-dessus. Si tu veux, si tu connais le projet, ou alors Myriam. Oui, je vais dire deux mots rapidement. En fait, ce film, ce qui est amusant, c'est que ce film, quand j'avais commencé à l'écrire, c'était une fiction, c'était pas un documentaire, c'était un court-métrage fiction. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Tara Chikraoui, parce que j'étais dans un atelier à Namur, au Festival de Namur en Belgique, en train d'écrire cette fiction. Et Tara faisait partie de cet atelier, des intervenants de cet atelier. Et puis j'arrivais pas à financer, j'arrivais pas à trouver de l'argent, j'étais avec un producteur français et on n'arrivait pas à s'en sortir avec ce film. Et je l'ai laissé de côté et j'ai voulu passer à autre chose. Et après je me suis mise dans cette boutique parce que la fiction que j'étais en train d'écrire s'inspirait de cette boutique de chasse. Et après je me suis remise dans cette boutique à filmer, à prendre juste des photos en fait. Et je passais beaucoup de temps, je n'arrivais pas à partir, je passais beaucoup de temps avec eux, je prenais des photos, j'allais avec eux à la chasse. Je me retrouvais emportée à 3 h du matin à partir avec ces hommes à la chasse et je ne comprenais pas ce qui m'attirait dans tout ce processus. Et jusqu'au moment où je me suis dit, c'est un documentaire, ces gens-là sont encore vivants, pourquoi je suis en train d'essayer de faire de la fiction à partir de quelque chose de tellement concret et réel, parce que si je veux aujourd'hui essayer d'écrire en fiction les dialogues ou ce qui se dit dans cette boutique, je n'arriverai jamais. Ils sont tellement, c'est des conteurs et ils savent tellement parler et raconter une histoire et passer de la chasse vers l'amour, vers les chiens, vers les Viagra. Ils passent d'une histoire à une autre d'une façon tellement bien que ça ne pouvait pas exister en fiction. Je ne pouvais pas l'avoir en fiction, cette histoire, c'était pas possible. Et j'ai commencé à filmer et j'ai introduit une petite caméra vidéo et je filmais un peu, jusqu'au moment où j'ai commencé à être plus acceptée, c'est-à-dire au début ils étaient là à vouloir me montrer ce qu'ils savent faire, regarde maintenant on va tirer, filme maintenant. Et puis petit à petit, je suis devenue, au début parfois aussi ils venaient vers moi quand j'allais avec eux à la chasse et qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Et là ce que vous voyez c'est qu'il y a eu comme un casting, c'est-à-dire qu'au montage et même au tournage, il y a des gens qui sont restés et d'autres qui se sont éloignés de la caméra aussi, ou qui n'ont pas existé comme personnages. Là, ce que vous voyez, c'est les gens qui ont réussi à exister comme personnages d'eux-mêmes, quoi. C'est ça ce qui est beau. Donc voilà, j'ai commencé, ils venaient vers moi parfois et ils étaient curieux de savoir qu'est-ce que je filmais, parfois ils avaient peur de ce que je filmais. Et puis mon oncle disait, laissez-la, elle fait du cinéma, elle fait des exercices avec nous, quoi. Donc après, petit à petit, très rapidement, je suis passée de celle qui leur faisait peur vers la petite qui était avec la caméra de coin, dans son coin, et voilà. Et qui avait toutes leurs histoires d'ailleurs dans cette caméra, mais ils s'en foutaient. Et donc je faisais partie du décor petit à petit. Et c'est là que je commence à faire le film. Et j'ai introduit après un chef opérateur avec moi, un très bon ami à moi, qui aussi, ils étaient contents de la voir parce que c'était quelqu'un de nouveau arrivé et à un moment donné, il commence à s'adresser à lui en fait. En arabe, dans la traduction on ne le sent pas, mais en arabe, parfois il s'adresse à lui et on voit la différence, qu'il ne me parle pas à moi, mais il lui parle à lui. Parce que c'était le nouveau venu et qu'ils avaient envie de raconter à nouveau leur histoire à quelqu'un de nouveau. Et puis il y a eu l'ingénieur du son aussi qui a rejoint, on était 3 sur ce tournage. Voilà, donc ça c'est un peu rapidement comment ça s'est passé, tout ça. Moi ce qui me frappe, ce qui me frappe encore, quoi, ce qui m'a frappé quand je l'ai découvert après tout le travail, enfin tous les débats, toutes les discussions que nous avons eues autour de ton projet de court-métrage de fiction, c'est que s'agissant de la guerre du Liban, s'agissant on va dire d'un film de mémoire, puisqu'il est question de ça, ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de ramener encore plus de choses de cette histoire-là,
je l'ai dit en comparant ça à mon projet, c'est du court-métrage, en fait tu as encore éliminé les choses. En fait, c'est pas pour un retour de mémoire, pour un film sur la mémoire, c'est très paradoxal, c'est très minimaliste quoi. Pour quelqu'un qui a envie d'en savoir davantage, parce que c'est quand même ton père, de ton oncle, enfin, était tout à fait impliqué dans cette histoire. Le paradoxe, c'est qu'au lieu de faire revenir des souvenirs, en fait, au contraire, d'où peut-être ce parti pris. C'est comme si ce lieu, ce magasin était en lui déjà le concentré de toute la guerre. Quoi. En fait, je voulais pas faire un film sur la guerre, ça c'est sûr. Je voulais pas faire encore un film sur la guerre, raconter les petites batailles. Là, ce qui m'importait vraiment, c'est que ces gens-là n'arrivaient plus à sortir du passé et tout raconter ça, de cette boutique où ils ne peuvent pas sortir de cette boutique, parce que moi j'ai filmé en dehors de cette boutique aussi, j'ai filmé chez mon oncle à la maison, j'ai pas utilisé ces images-là. C'est-à-dire que comme la plupart de leur vie se passe dans cette boutique et c'est là où ils sont le mieux, ils se sentent très bien parce qu'ils arrivent et s'ils ont ouvert cette boutique aussi, c'est pour ça, c'est pour qu'ils puissent se réunir et ressasser les histoires de la guerre. Donc c'était important pour moi d'avoir que ce lieu et puis la chasse, et puis la voiture aussi qui sert d'un endroit comme ça, de passage d'un endroit à un endroit et où on peut se raconter des histoires. Donc je ne voulais pas faire un autre film sur la guerre civile, il y en a eu, je sais pas, en plus je ne sais pas faire ça, je ne suis pas historienne, je ne saurais pas. Je suis venue avec toute l'innocence que j'avais parce que j'ai pas été chercher dans qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre civile, mais j'ai grandi avec des gens qui me parlaient tout le temps. J'ai grandi en une enfance dans la guerre, mais j'ai grandi aussi avec des pères et des hommes qui me parlaient tout le temps de la guerre. Et tout le temps de ce qu'ils ont fait, de glorieux durant la guerre. Donc j'avais ce bagage, mais j'avais pas l'histoire. J'avais pas la vraie histoire, ni les batailles, ni qui était contre qui exactement, qui a gagné. J'avais pas tout ça. Et je m'en foutais, c'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est raconter des gens qui sont restés dans le passé et qu'aujourd'hui le présent ne leur offre rien. C'est pour ça qu'ils disent au début du film la guerre c'est la vie. C'est parce qu'on leur offre rien aussi. Donc il y avait ça, et remettre en question à quel point aussi ces hommes-là, c'est-à-dire à remettre en question parce que je ne suis pas d'accord tout le temps avec eux politiquement, et d'où la fin du film où il y a une petite confrontation. Donc c'est un peu ça ce qui m'intéressait. Comment vous avez pu être accepté dans cet univers masculin? D'abord, on sent qu'il y a quand même une certaine réticence. Au tout début, on sentait les regards des hommes qui venaient vers la caméra, et après, à un certain moment, lorsqu'ils parlaient de Viagra, etc., on sent que les langues commencent à se délier, qu'il y a un peu de grossièreté. Oui. Si j'étais un homme, ce film-là, je n'aurais pas pu le faire, c'est-à-dire ils ne m'auraient pas du tout accepté là. C'est-à-dire que s'ils racontent et s'ils sont généreux et s'ils sont gentils, c'est parce que je suis je suis femme, quoi. Tu es la petite et je suis la petite fille, et j'ai joué à ça. J'ai joué à ça. Et même dans les costumes, même dans comment je suis habillée, je suis la seule touche un peu plus dans les couleurs, parce que la palette de couleurs dans tout le film, c'est du kaki, c'est du marron, c'est du vert. Je suis la seule touche un peu... et j'ai joué à ça. Et aussi j'ai joué à la petite fille, parce que si j'étais venue dès le début à égalité un peu, en ayant un propos de quelqu'un qui connaît des choses, j'aurais rien eu. Et le film, il a été monté un peu chronologiquement dans l'ordre du tournage, à peu près. C'est-à-dire la scène de Viagra, s'il se lâche et s'il parle de ça devant moi et il s'en fout à ce stade-là, c'est parce qu'il y a eu 1 an et demi de tournage avant. Pas de tournage officiel, mais où j'étais avec eux tout le temps. Plus qu'1 an et demi où j'étais avec eux tout le temps. Donc quand arrive la scène de Viagra, ils ne me voient plus en fait, ni homme ni femme. La sexualité n'existe plus. Et à la fin, quand arrive le moment où je parle de Sabra et Chetira et tout ça, là tu sens que le propos a changé en fait, parce que je commence
à poser des questions, et qu'avant j'étais juste dans racontez-moi et moi je suis éblouie et je vous écoute et je ne remets pas en question votre parole. Donc on était dans un autre rapport. Donc le rapport change, oui, tout au long. Mais le statut de femme, ça aide. Là, dans mon cas, à moi, là, ça a aidé. Et que le père soit venu après, donc que tu sois passé par l'oncle pour amener le père aussi, tout ça, c'est... Je pense que... Est-ce que ça, par exemple, c'était délibéré, c'était réfléchi, c'était programmé, que le père, tu ne l'aborde pas tout de suite? Oui, en fait, mon père venait un peu dans cette boutique, mais je ne voyais pas quel rôle il pouvait avoir, parce que j'étais partie dès le début vers l'oncle, et on le comprend vers la fin, on comprend pourquoi je suis partie vers l'oncle et pas vers le père, parce que je pense aujourd'hui, en réfléchissant, que aussi la transmission ne se fait pas entre deux proches, c'est-à-dire elle ne peut pas se faire, à mon avis aujourd'hui, entre père et fille, mais elle peut se faire entre fille et oncle, un peu plus éloignés, des gens un peu plus éloignés. Et d'où la dernière scène qui raconte le pourquoi de l'oncle. C'est qu'avec mon père, c'était pas possible ce genre de conversation. De un, il n'est pas dans le même cas de figure, c'est-à-dire que lui, il est dans le refoulement, il ne veut pas parler, donc il ne peut pas y avoir un film, parce qu'il n'y a pas pire dans la vie qu'un personnage qui ne veut pas parler et qu'on oblige à parler. Donc il ne peut pas être personnage principal du film. Et de deux, donc je cherchais au début, je savais qu'il allait exister quelque part, mais pas en tant que personnage principal, mais je savais qu'il allait exister, mais je ne savais pas où. Et puis quand j'ai pensé à cette scène où j'en avais marre de les écouter pendant 1 an et demi parler de leurs histoires, de leurs combats, de comment ils ont gagné des combats, tout ça, et j'ai eu envie d'être plus dans une confrontation comme ça, une dernière scène où je dis ce que je pense. Et là j'ai fait appel à mon père, je lui ai dit si tu peux venir aujourd'hui au tournage, j'aurais besoin. Et il est venu et j'ai fait cette scène, et je les ai mis un peu comme ça, même dans la mise en scène raconte comme frontal, voilà. C'est un plan comme ça où je les coince et ça casse avec tout ce que j'avais fait dès le début du film, donc j'étais pas dans ce cadrage du tout. Et voilà, donc il est venu tard, j'ai pris le risque, parce qu'un personnage qui arrive tard, c'est risqué, voilà, on ne le voit pas tout au long du film et puis il arrive, et en fait on le voit, parce qu'on le voit dans un plan au tout début du film, alors qu'ils sont tous devant la télé, il est là, mais on ne sait pas c'est qui, mais voilà, mais il revient vers la fin, et j'ai pris ce risque tout en me disant que il va venir donner une réponse au pourquoi le père n'était pas là, pourquoi c'est pas le père. Une question par rapport à la première scène du film. La première scène, c'est... Il y a quelque chose de machinal, c'est quoi? J'étais dans un repérage comme ça avec mon chef opérateur et il me dit je vais partir sur autre chose puis je te réponds. Mais on était donc dans cette usine de chasse et j'ai dit ok, j'ai pas de... En fait c'est beau de prendre des gros plans parce que ça donne le rythme là, je sentais que ça donnait le rythme du film, de commencer avec des gros plans de machines qui font des cartouches en fait, c'est des machines qui font des cartouches. Sans vraiment pour autant qu'on comprenne de quoi il s'agit. Si on comprend, ok, si on ne comprend pas, c'est pas grave, ça donne le rythme musical déjà du film, et ça donne un peu le rythme de... ça raconte où est-ce qu'on est un peu, ça donne la... je sais pas, ça donnait quelque chose, ça racontait déjà le film, on était déjà dans le bain. Je sais ce que je sentais. Puis donc, comme ça me tenait tellement à cœur ce travelling que je voulais, qui était très long, que j'avais envie de faire de ces machines et que j'avais pas, c'est le chef opérateur qui a monté, on redescendait dans cet ascenseur et elle m'a dit j'ai l'équivalent de ton travelling, c'est l'ascenseur. Et du coup on a fait ce plan de l'ascenseur où il y a mon oncle qui descend et on le découvre comme ça en tant que personnage. La première image c'est comme ça qu'on le découvre. Et je trouvais qu'au début il y avait une image dure, vu que c'était des cartouches en train de se remplir, et qu'au milieu du film il y a... Ça revient. Oui, ça revient avec le monsieur qui remplit des cartouches. Et là il y a beaucoup plus de tendresse. J'avais envie que ça revienne, je ne voulais pas que ces images-là, que ça soit juste une coquetterie de mise en scène où je commence comme ça, j'ouvre le film et ça ne revient plus. J'avais envie que ça revienne. Et du coup, je me suis dit, tiens, cet endroit, c'est un peu le rêve de mon oncle. C'est-à-dire, c'est un endroit où il se sent aussi très bien, il est entouré par des cartouches, c'est le cœur du sujet, si tu veux. Et donc, je l'ai fait déambuler dans cette usine. Et c'est les moments où tu le vois, soit en gros plan, en train de regarder, et il est ébloui par les cartouches qui sont en train de se faire, ou il est en train juste de marcher et il chante. D'où la tendresse, je pense, parce que il chante,
Et hier, on parlait ensemble de point de vue et point d'écoute et point de vue. Et c'est ça ce que j'ai fait dans ce plan, c'est-à-dire qu'il chante, mais j'assume que c'est un chant en hors-champ. Parce qu'il s'éloigne et le son ne s'éloigne pas. Et tout ça donne, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, mais ce que j'avais travaillé à faire, c'est une sensation de rêve. C'est comme à chaque fois qu'on revenait dans cette usine et il est là à déambuler dans l'usine, c'est comme si ça faisait partie d'un rêve. Alors, je ne sais pas, pour avancer un peu plus, parce qu'on a bien compris que c'est un film aussi de famille, c'est-à-dire il y a quelque chose à régler avec le père, avec l'oncle, enfin avec ses familles, dont tu ne partages absolument pas et que ça commence dès le début quand tu les apostrophes, tu l'apostrophes directement, tu dis voilà, tu étais là, lui il est là, on sait très bien que le dispositif est mis en place, tu l'appelles, donc tu ne peux pas comme ça. Voilà. Et là, toi-même, tu prends le fusil et tu essaies de faire ce qu'ils font toujours, comme si tu voulais, c'est là où moi j'ai vu ton désir de rentrer dans ce monde-là. Et là, il se passe, parce que c'est quasiment le seul moment où on te voit vraiment dans le champ. Et puis, alors, du coup, petit à petit, de cette cellule, je parle du magasin, familiale, chaleureuse, oui. Cette cellule familiale chaleureuse devient une cellule un interrogatoire. C'est ça la dramaturgie. C'est-à-dire après, carrément, tu les encercles dans ce lieu et c'est là où la rupture éclate, quoi. C'est là où le père dit non, ça va, on peut plus maintenant. Et après, je te pose des questions sur la fin, parce qu'après, tu commences à poser des questions sur ta naissance, quoi. C'est comme si tu voulais, c'est comme si. Pour ça que Najat, comme tu disais, documentaire, fiction, bien sûr, aucun documentaire n'est un document, c'est toujours de la mise en scène, mais la mise en scène, malgré tout, malgré cette sobriété, nonobstant, et peut-être à cause de cette sobriété, elle est très très forte. Parce que du coup, la question de ta naissance, elle se pose à la fin, comme tout est réglé, comme si tu renaissais de nouveau, maintenant que tu es débarrassé de ce poids, quoi. Cette scène où je rentre pour tirer, elle n'était pas prévue au tout début. Je savais qu'à un moment donné, c'est-à-dire que je me posais la question de quand on fait partie d'une famille comme ça, à quel point on ressemble ou pas à la famille, à quel point c'est dans le sang, quoi. Je me posais la question de la transmission aussi. Et un jour, et donc on allait à la chasse, et au début du film, moi quand je suis allée en repérage, je les voyais tirer, mais pas beaucoup. Mais ils me disaient à chaque fois que c'était pas la bonne saison, qu'il fallait revenir un autre jour, tout ça. Donc moi j'ai fixé les dates du tournage dans la bonne saison de chasse. En principe, on devait chasser, et on va à la chasse. La première fois, la deuxième fois, ça chasse pas, et à chaque fois ils remettent ça parce que le temps, parce que il n'a pas plu cet hiver, parce que à chaque fois il y avait des alibis. Et à un moment donné, on est à la Bekaa, c'est à la frontière avec la Syrie, et il n'y a pas de chasse. Et on se regarde avec le chef opérateur et je lui dis, tu sais, pose la caméra, on va faire un cadrage là où je vais rentrer, tirer. Et je suis partie voir avec mon oncle où est-ce qu'on peut apprendre à tirer, où est-ce que je peux me mettre pour apprendre à tirer. Je lui ai dit, apprends-moi à tirer. Et ça, c'était comme ça, c'était un peu improvisé parce que, par défaut aussi, parce qu'il n'y avait rien qui se passait dans cette journée, et que je sentais qu'on était tous partis à la chasse pour, encore une fois, tourner une scène où rien ne se passe, quoi. Et après, il fallait la mettre au montage. Et là, c'était dur, parce que si on la mettait vers la fin, ça racontait que j'ai rejoint le club, j'ai rejoint le clan, je rejoins le clan des chasseurs. Donc ça ne pouvait pas marcher parce que ce n'était pas ce que je voulais dire. Et donc avec la monteuse, on a trouvé cet endroit de la mettre au montage où ça raconte maintenant, on sort de la boutique, on va à la chasse et apprenez-moi à chasser. Et puis de toute façon, je rate, je ne suis pas une bonne chasseuse. Et maintenant, d'autres choses peuvent se passer à partir de ce moment. Donc c'était un point un peu qui devait changer un peu la narration. Voilà. Et puis maintenant, tu tournes le dos à la caméra, c'est ça? Et pourquoi je rentre comme ça? Oui, je rentre comme ça parce que je ne voulais pas exister à l'image dans le film, même au son, c'est-à-dire j'essayais le plus possible de leur donner la parole, que je ne sois pas là. J'en avais marre de ces films où on entend tout le temps le réalisateur trop présent, qui est là dans tous les cadres, ou qui est là, on entend tout le temps poser des questions.
j'en avais marre et je voulais pas faire ça. Et je pense que c'est bien parfois d'aller dans un truc où on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais au moins on sait ce qu'on veut pas faire. Et c'était ce que je voulais pas faire. Je voulais pas exister dans le cadre. Et du coup, quand je suis rentrée c'est devenu naturel de me dire, je veux pas qu'on me voie à l'image, je vais rentrer d'une façon la plus, comment on dit, la plus discrète possible. Et du coup, c'était de dos. Et puis, c'est devenu un peu comme un parti pris de mise en scène où à peine on me voit, soit on me voit très loin, de profil, soit on me voit de dos. Ou on avance, voilà. كي شفت العنوان نتاع الفيلم، العنوان هدنة، ça m'a fait penser للحرب. خممت اوتوماتيكمون في الحرب. والعلاقة بين اللونكل ديال العم نتاع مريم والكرتوش والحانوت نتاعو وما بين الحرب والتيتر والعنوان نتاع الفيلم، حبيت نعرف اذا كان الهدنه ما بين مريم ومريم والا الهدنه ما بين العم ومريم او الهدنه ما بين البو مريم ومريم او الهدنه في الوطن او الهدنه في الحياه. Mais hudna dans le sens où c'est la guerre peut encore éclater. Ça veut dire ça. Que ces hommes-là, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils reprendront les armes un jour. Je pense qu'ils sont trop fatigués, mais qu'ils aimeraient que si la guerre aujourd'hui éclate, ils reprendront. Aussi Daesh rentre, ils reprendront les armes. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas. C'est un petit moment de. On se repose, mais pour reprendre. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Et Hudna aussi dans la chasse, parce qu'ils vont à la chasse, qu'il n'y a pas de chasse. Et Hudna aussi, c'est la fin d'une époque. Pour moi, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une vie, parce que c'est la vieillesse. Donc c'est un peu tout ça, c'est la fin d'une époque. Hier, dans le départ, on parlait de la fin d'une époque. C'est un thème qui m'est très cher, quoi. C'est cette fin de... Il y a quelque chose qui est fini. Cette génération croit encore avoir du pouvoir, mais c'est fini, tu vois. On est passé au Liban, voilà, ils sont passés à autre chose, et ces gens-là, ils sont restés coincés dans ce qu'ils savent faire, parce qu'ils ne savent que faire la guerre, parce qu'ils ont commencé à faire la guerre, ils avaient 14 ans. Qu'est-ce qu'on leur a appris à part ça, quoi. Ils ne savent rien faire, c'est pour ça qu'ils ont aussi ouvert cette boutique. Donc c'est un mélange de tout ça. D'autres pourraient prendre le relais pour justement oui, une autre guerre, hein, parce qu'on sent qu'il y a un blocage quelque part et que ces gens-là continuent à être dans la guerre. Oui. La chasse, c'est un substitut de la guerre, qu'ils vivent autrement, d'une autre manière, mais que d'autres pourraient en fait continuer cette guerre qui a eu lieu, qui a été... Voilà. Myriam, il y a quelque chose de très simple, c'est quand même sur lequel on aimerait que tu me dises des choses. Le parti pris de dispositif, c'est-à-dire ce fait de mettre la caméra, parce que souvent les cinéastes, les premiers films sont remplis de mouvements de caméra, etc. On le connaît, les jeunes, quand ils commencent à faire un film, ils mettent beaucoup de choses, beaucoup de montage, beaucoup de ceci, beaucoup de lumière, beaucoup d'effets. Or là, c'est très étonnant, quoi. Très sobre. Cette caméra, c'est un dispositif très marqué, très caméra posée, ils ne bougent pas, presque jamais. Eux, ils sont là, ils parlent. Est-ce que ça, c'était dès le départ dans ta tête? Est-ce que tu l'as pensé? Est-ce que c'est venu tout seul? Est-ce que tu avais discuté avec, je ne sais pas, le gars qui était le directeur photo? Comment ça s'est passé? J'ai proposé des choses et puis après, oui, on a discuté avec le chef opérateur. Mais c'est-à-dire qu'au début, moi, je pense que la caméra ne peut que suivre les personnages que je filme. C'est-à-dire elle ne peut que leur ressembler aussi. S'il y a un contraste, c'est qu'il raconte quelque chose. Mais par exemple, au début, j'avais en tête d'avoir une caméra épaule à la chasse. Mais je me suis tout de suite aperçue que mes personnages, je m'étais dit, à la boutique, on est avec une caméra fixe, et quand on va à la chasse, on a une caméra épaule et on les suit. Sauf que mes personnages ne courent pas à la chasse, ils ne sont pas derrière à courir derrière un gibier. Et tu ne les suis pas? Et je ne les suis pas, je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, dans la boutique, il n'y avait pas 1000 endroits où je pouvais mettre ma caméra, c'est une petite boutique, et j'ai pris le parti pris d'avoir deux plans en fait. Un plan où je les ai tous et je suis à peu près un peu plus haut qu'eux et je suis un peu au niveau du côté de la télévision et ils sont tous en face et ils sont comme des conteurs parce que j'ai mis la caméra là où moi je me mettais de toute façon pour les écouter et raconter des histoires le soir, quoi. Donc la caméra était à ma place
Et le deuxième plan, c'était quand mon oncle s'adressait à moi et il y avait une confidence, quoi. C'était dans un truc un peu plus où il me racontait quelque chose de l'ordre de la confidence. Et là, il était derrière ce comptoir qui est aussi en plan un tout petit peu, on est en léger contre-plongée. Et ça me donnait la sensation comme s'il était derrière la mitraillette, quoi. Il y avait quelque chose de guerrier, comme ça, qui reprenait un peu les moments où il était dans un champ de bataille. Et même on a pensé l'étalonnage après en fonction, en se disant est-ce qu'on accentue cet effet de ces hommes qui ont vécu la guerre, qui ont un peu le visage un peu gris, un peu gris, parce qu'ils ont trop fumé, ils ont trop fait la guerre, voilà, ils n'ont pas vécu une vie très saine, quoi. Donc est-ce qu'on accentue ça ou pas? Ça c'était une des questions, quoi, qui revenait. Donc il y avait ça, et après à un moment donné, il y avait la chasse. Et à la chasse, alors qu'on était dans un endroit très fermé et très petit dans la boutique, j'avais envie de leur donner de la place. C'est le paradis pour eux, là. Il fallait voir le ciel, il fallait qu'ils avancent dans le plan, qu'ils fassent la mise en scène. J'adore quand ils font la mise en scène avec leur corps, eux, ils se déplacent, ils viennent vers nous, puis ils s'éloignent dans le cadre, et je les laisse. C'est un moment un peu plus de liberté où ils sont là. Il appelle Mira, il engueule le mec qui devait lancer les oiseaux, qui ne les ait pas lancés, ou les oiseaux déjà morts, ou je ne sais pas quoi, et ils font la mise en scène dans le champ. Et ça contraste avec la boutique où ils sont assis et ils sont plus comme compteurs, quoi. Et après, il y avait la voiture, et c'était le seul endroit où c'est en mouvement, parce que la voiture est en mouvement, mais aussi j'ai choisi aussi de rester dans un seul plan, qui est un peu le plan de la petite fille qui s'assoit derrière ses parents parce qu'ils sont en train de raconter une histoire et qui leur pose des questions. Donc je me suis assise un peu derrière, j'ai le rétroviseur où je peux voir un peu leurs yeux, les yeux de mon oncle, les yeux de mon oncle, et j'ai la route qui défile. Et ce dispositif, je pense, de la voiture a permis à des histoires d'amour d'être racontées. Et à un d'eux de dire, bien sûr, je ne suis plus amoureux de ma femme. C'est parce que je pense aussi que c'est parce que je ne suis pas en face de lui. Il y a quelque chose de l'ordre de voilà, dans la voiture, on raconte beaucoup de choses, on libère des choses. C'est là qu'il a parlé de blessures et de cicatrices. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas filmé le feu qu'il a sur le corps. Il suffisait qu'il raconte ça, c'est-à-dire j'étais dans un truc plus de l'ordre de la parole. Je sais pas, même à un moment donné, ils racontent tellement leurs histoires de guerre, et quand on voit à la chasse, on voit qu'ils ne font rien, à un tel point qu'on ne sait pas si ces histoires de guerre ont vraiment existé. Et j'aimais bien garder ça dans le hors-champ. Je ne sais pas si ça a existé. C'est-à-dire même, je ne montre pas des photos de quand je n'ai pas d'archives, je ne montre pas d'archives, j'ai pris ce parti pris, je ne montre pas des photos. Voilà, je prends leur parole et je ne sais pas si ça a vraiment existé. Parce que la guerre au présent, c'est un fantasme. Voilà, oui. Et donc, montrer une trace, c'est atténuer cet aspect fantasme. Oui. Parce que même si on l'a vécu, au présent, c'est de toute façon un fantasme. Et il y a plein de substituts de la guerre dans le présent. Donc, effectivement, on est en présence à des personnages qui sont prisonniers de leur propre fantasme. Et tout est transfert, dans la mesure où transfert de l'amour, la guerre, la chienne, etc. La sublimation de la guerre. Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est comme si on allait d'un substitut à l'autre. Et en fait, dans le dispositif du film et dans le montage, ce qui est intéressant, même si tu dis que ça a été monté un peu chronologiquement, c'est qu'on a l'impression que cette fuite d'un objet à l'autre, d'un substitut à l'autre, et cette fuite dans le fantasme, tu y mets fin par ce dispositif frontal quand tu les amènes à revenir là-dessus, mais sur un autre mode. Et oui, il fallait que je casse le dispositif à ce moment-là. Mais parce que, quand je te connais ici et je vois les films, il y a quelque chose de très étrange qui nous a beaucoup séduit dans les films que nous montrons, parce qu'il y a quelque chose de très contemporain, de très en phase avec la façon de régler les problèmes, ta manière d'entrer en conflit, de régler, etc. C'est très étonnant parce que
il y a beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, de papa, beaucoup, tu fais petite fille, etc. Mais c'est très, mais en même temps, tu es très dur. Voilà. Je voudrais juste rebondir là-dessus avant, puisque en fait on en a un peu discuté hier. Tu nous as montré hier à la faculté un extrait du film de Omar Amiradai sur Khalil, et après on a eu une conversation, toi et moi, et on a dit justement qu'on allait revenir là-dessus, parce que j'ai entendu beaucoup de documentaristes actuellement dire je ne fais pas de film sur, je fais un film avec. Mel Mesmarin l'a dit, Hassan Ferhan l'a dit à propos de Dans la tête en un bon point. Lamine le dit, enfin, qui d'autre Jamal Kalkal, mais Hamza Al-Rouni le dit aussi, lui qui a accompagné des personnages pendant longtemps. Et là, je trouve que ce n'est pas non plus un film sur, mais ce n'est pas tout à fait un film avec. Parce qu'un film avec, il amène à il amène le personnage à partager quelque chose, et il y a comme une adhésion de la part du réalisateur à ce quelque chose-là. Alors, l'expérience du partage, comment elle s'est posée avec toi, et ce va-et-vient entre sur, avec, je ne sais pas où, il faut peut-être trouver autre chose pour désigner cette posture. Voilà. Premièrement, je vais répondre des questions. Moi, quand j'ai commencé au début, avant de faire ce film, j'étais plutôt en rage. C'est-à-dire j'étais en colère, tout le temps en colère. Il n'y a pas... mon adolescence, je l'ai vécue en leur reprochant des choses, en étant en colère contre l'état actuel du pays, parce que j'estimais que c'était à cause d'eux qu'on est dans cette merde au Liban aujourd'hui. Quand j'ai commencé à faire le film, ma colère était adoucie par le fait que j'avais aussi pitié. Pitié dans le sens où j'avais compris toute la situation, j'essayais de comprendre toute la situation, et en même temps j'avais mal pour eux, parce que je voyais que le présent ne leur a tellement rien donné, et qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans cette boutique, avec leurs armes, avec un passé, et ils n'arrivent pas à sortir du passé. Donc il y avait ce sentiment qui était mélangé aussi. Et c'est ça ce qui a fait que le regard que tu parles, je pense. Et tout le challenge du film, c'était d'essayer de présenter aux spectateurs des personnages que j'aime, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne veux pas les mettre dans un coin. Je ne suis pas là pour montrer des personnages en les attaquant. Ce n'est pas ça le but. Au contraire, c'est des humains. Et c'est pour ça que je montre aussi des scènes où ils parlent d'amour. C'est des êtres humains à 3 dimensions. Ils savent aimer, mais ils savent faire la guerre, mais ils sont passionnés quand ils aiment une femme, à un tel point qu'ils prennent la fuite avec leur femme. Et puis après, ils ne l'aiment plus aujourd'hui. Mais parce qu'ils étaient mais en même temps, ils étaient super passionnés. C'est drôle que tu dises que tes parents, c'est des êtres humains. On ne dit pas on dit pas de son père quand on se réconcilie avec lui, après tout c'est un être humain. Oui. C'est des êtres humains dans le sens où c'est un être humain complet, qui n'est pas, c'est pas juste, c'est pas des méchants, c'est pas des personnages. C'est des, voilà, là je parle de, oui. Oui, aussi je voulais dire que voilà, pour répondre à la discussion qu'on avait eue aussi ensemble avec Ensof, c'est qu'au début j'étais venue faire un film sur ces gens-là. Mais très rapidement c'est devenu un film que je faisais avec eux à un tel point que la scène par exemple où ils nettoient le fusil, c'est-à-dire que très vite en fait ils avaient compris de quoi moi j'avais jamais dit que je suis venue faire un film pour parler de ce qu'ils ont fait pendant la guerre, c'était pas ça le sujet. J'ai dit je suis en train de vous filmer vous chasseurs, c'était ça le sujet. Et, mais la scène où il raconte, où il dit la guerre c'est la vie, ça c'est la première scène du film, première scène tournée dans la boutique ça. Tout de suite. C'est-à-dire qu'il avait tout de suite compris de quoi, qu'on n'était pas juste là pour parler de la chasse. Et quand après ses amis disaient mais pourquoi tu parles de la guerre, elle fait un film sur la chasse, il disait mais c'est ça c'est tout, c'est tout. Il disait c'est tout, non. Donc je pense qu'il avait compris. À un tel point que quand on est revenu tourner cette scène, je lui ai dit si tu peux demain nous montrer comment tu nettoies le fusil. Je suis arrivée, il avait préparé la mise en scène, il avait mis la table. Et il m'a dit, regarde, j'ai mis la table au milieu, comme ça derrière nous il y a les fusils, tu peux les voir dans ta caméra, et moi je me mets au milieu et je nettoie le fusil au milieu. Et j'ai acheté quoi. J'ai dit oui, bien, oui, elle est bien ta mise en scène. Et du coup, voilà, il faisait avec moi la mise en scène,
il voulait se mettre en valeur, il voulait se raconter dans cette image de cette façon, lui en plein milieu du cadre. Et de toute façon, nous, avant, on l'avait filmé dans les champs quand il va à la chasse, en plein milieu du cadre. Il n'avait jamais vu ces images, mais il y avait quelque chose. Donc, je pense que oui, la mise en scène se fait à deux. C'est pas. Et quand on pense qu'on vient, on met notre caméra parce que nous, on est amoureux d'un plan fixe, non, parce que là, mais c'est mes personnages qui m'ont. C'est eux qui nous ont indiqué la mise en scène. Avec leur corps, c'était pas possible de ne pas faire de ne pas raconter une image qui ressemble à leur corps, quoi. À leur corps fatigué, assis. Voilà.